Lors de fouilles à Taposiris Magna, une cité antique du nord de l'Égypte, l'archéologue Kathleen Martinez et son équipe ont découvert un immense complexe de tunnels de plus de 1200 mètres de long. Il s'agit en fait d'un immense centre religieux riche de 3 sanctuaires et de plus de 1500 artefacts, bustes, statues et pièces d'or. Mais la découverte la plus intéressante a été celle d'un ensemble de tunnels menant à des structures englouties. Les nombreux tremblements de terre qui se sont produits dans la région au cours des siècles ont pu provoquer l'effondrement des tunnels, mais l'archéologue pense avoir enfin découvert la tombe perdue de Cléopâtre. Si c'est le cas, il s'agira de la découverte la plus importante du XXIe siècle. Aujourd'hui, on va découvrir pourquoi les momies criaient, comment les souverains de l'Égypte antique se divertissaient quand l'humanité a inventé les armes chimiques, où vivaient vraiment les hobbits et ce qu'ils chassaient. Cléopâtre, la dernière reine de l'Égypte antique, dotée d'un véritable pouvoir, a régné de 51 à 30 avant Jésus-Christ. Elle reste un personnage très mystérieux. D'après ce qu'on sait, c'était une femme exceptionnelle, d'une richesse et d'une puissance inégalée. Cléopâtre est devenue reine à l'âge de 18 ans, elle parlait 9 langues et elle avait étudié la politique, l'économie et les mathématiques. Elle a été une femme politique brillante et remarquable, l'une des premières, si ce n'est la première femme influente de l'histoire. Et bien sûr, quand on parle de Cléopâtre, on se doit de mentionner sa beauté. Seulement voilà, la plupart des informations concernant la reine nous proviennent des Romains, qui la considéraient comme une rivale. Imaginez que l'on demande à votre collègue jaloux ou à votre insupportable voisin de vous décrire. Est-ce que ce serait conforme à la réalité? C'est pareil pour Cléopâtre. Cependant, les Romains n'ont jamais retrouvé le tombeau de la reine, ni la reine elle-même. Selon la légende, Cléopâtre aurait fait en sorte de garder secret le lieu de son repos éternel pour qu'on ne le trouve jamais. Et si l'on en juge par le fait que l'emplacement de sa tombe est toujours inconnu, elle a fait du bon travail. Cependant, la découverte de Taposiris Magna pourrait changer la donne d'ici peu. Si les tunnels mènent effectivement à une tombe, il pourrait bien s'agir de celle de Cléopâtre et de son mari Marc-Antoine. Selon Plutarque, lorsque Auguste et ses armées romaines ont envahi l'Égypte et pris Alexandrie, Marc-Antoine s'est suicidé avec sa propre épée et il est mort dans les bras de Cléopâtre, après quoi il a été enterré dans un mausolée. 2 semaines plus tard, la reine Cléopâtre s'y est rendue pour déposer des offrandes et elle s'est donné la mort en laissant un serpent venimeux la mordre. Un grand classique des histoires d'amour tragiques avec tout le tralala. À ce jour, aucune tombe des souverains de la dynastie ptolémaïque, ceux qui ont gouverné l'Égypte après Alexandre le Grand, n'a été découverte. Elles seraient toutes situées dans le quartier du palais d'Alexandrie et on suppose qu'elles sont maintenant immergées comme le reste de la zone. La mer a tout simplement englouti la terre à cet endroit. La découverte de la sépulture de Cléopâtre et Marc-Antoine procurerait aux archéologues des dizaines d'années de travail. On en saurait plus sur l'apparence de Cléopâtre et sur la façon dont elle est morte, et dans le meilleur des cas, on pourrait même en apprendre beaucoup plus sur sa vie et sur les coutumes égyptiennes de l'époque. Les informations les plus récentes sur le supposé tombeau de Cléopâtre ont été rendues publiques en novembre 2022, de sorte qu'on ne sait pas exactement ce que les scientifiques ont trouvé. En vérité, on sait si peu de choses sur Cléopâtre qu'on n'a aucune idée de ce à quoi elle ressemblait. Bien sûr, la reine est constamment dépeinte comme une séductrice à la grande beauté dont on dit que les hommes étaient prêts à se sacrifier pour passer une seule nuit avec elle. Mais des preuves archéologiques suggèrent que cette image n'est peut-être pas tout à fait exacte. La source la plus ancienne dont on dispose est une minuscule pièce d'argent vieille d'environ 2000 ans. Elle représente la reine égyptienne avec un front peu marqué, un nez pointu, des lèvres étroites et un menton plutôt disgracieux. Certes, en 2000 ans, les critères de beauté ont considérablement changé, mais même pour l'époque, Cléopâtre n'était pas belle. Elle avait l'image d'une grande souveraine, adorée par les politiciens et les généraux romains. Mais il semble que la représentation de Cléopâtre en beauté séduisante ait été inventée à une époque ultérieure. Les auteurs romains évoquent une Cléopâtre intelligente et charismatique et à la voix séduisante. C'est tout, pas un mot sur sa beauté, pas le moindre. Et les historiens ne disposent d'aucun portrait qui leur permettrait d'émettre des hypothèses sur l'apparence de Cléopâtre.
Nos meilleures pistes sont des pièces de monnaie, des reliefs égyptiens, sans doute peu réalistes et conçus pour flatter l'œil de ses sujets, et des bustes en marbre. C'est pas des sources très fiables pour être honnête. Les spécialistes modernes doutent à juste titre que Cléopâtre ait pu diriger le pays et conclure des alliances grâce à sa seule beauté. La reine était très intelligente et éduquée, et qui plus est, elle était douée pour la manipulation. Les anciens historiens n'aimaient pas l'idée d'une femme capable d'être plus maligne que ses contemporains masculins, et ils ont donc attribué son succès à son apparence. Cela dit, Cléopâtre prenait soin d'elle-même. Un rituel de beauté qui lui est souvent attribué consistait à se baigner dans du lait d'ânesse. On pensait que ça rendait la peau plus douce et plus blanche et que ça effaçait les rides du visage. Aujourd'hui, l'intérêt de cette méthode semble discutable, mais les anciens Égyptiens n'étaient pas très doués pour la cosmétologie. Les scientifiques pensent aussi être parvenus à recréer le parfum que portait Cléopâtre. Ça a été possible grâce à la technique dite de spectrométrie de fluorescence des rayons X. Elle a permis aux scientifiques d'analyser les molécules présentes dans les pots de parfum utilisés par la reine. Après de nombreux essais, ils ont réussi à obtenir un parfum agréable avec une base de myrrhe et de cannelle accompagnée d'autres ingrédients. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un parfum 100% fidèle à celui utilisé par Cléopâtre, il s'en rapproche. En 2019, il était possible de sentir un échantillon de ce parfum appelé Eau de Cléopâtre au National Geographic Museum. C'est pas souvent qu'on peut sentir un souverain de l'Antiquité. Se baigner dans du lait d'ânesse n'était même pas la plus étrange des lubies des souverains égyptiens. Le pharaon Pépi II a régné de 2300 à 2206 avant Jésus-Christ après être monté sur le trône à l'âge de 6 ans. Bien sûr, sa mère gouvernait en grande partie à sa place, mais Pépi disposait tout de même d'un immense royaume pour un jeune enfant. Comme vous pouvez l'imaginer, ça marque le caractère, et Pépi était visiblement pourri gâté. Peu après son accession au rang de pharaon, un explorateur nommé Arkouf lui a envoyé une lettre pour l'informer qu'il avait vu un pygmée danser. En lisant ça, le pharaon a réagi comme n'importe quel enfant, il était ravi. Il a écrit une lettre que les historiens considèrent comme l'une des plus humaines qui soit parvenue jusqu'à nous. En voici le contenu, il avait environ 8 ans à l'époque. Dépêchez-vous de rapporter avec vous ce pygmée vivant et en bonne santé pour les danses du dieu, pour réjouir le cœur, pour ravir le cœur. Lorsqu'il sera avec vous sur le bateau, demandez à des hommes dignes de confiance de l'entourer sur le pont, ne le laissez pas tomber à l'eau. Lorsqu'il se couche le soir, faites dormir autour de lui, dans sa tente, des hommes dignes de confiance. Surveillez-le 10 fois par nuit. On sait également que Pépi, devenu adulte, détestait tellement les mouches qu'il enduisait ses esclaves de miel pour qu'ils attirent les insectes et les éloignent ainsi de lui. Pépi II a régné pendant 64 ans. Certains rapports parlent même de 94 ans, mais de telles exagérations étaient courantes dans l'Égypte antique. À l'époque, on aimait écrire des pharaons qu'ils avaient régné sur le pays pendant 100 ans ou plus. Comment aurait-il pu en être autrement alors que les pharaons étaient tels des dieux ? Au fait, on se focalise sur les pharaons, mais ils n'étaient pas les seuls à être momifiés. C'était une méthode d'inhumation courante dans l'Égypte antique, mais parfois, les scientifiques découvrent des choses très étranges et effrayantes, comme des momies hurlantes. De temps en temps, les archéologues exhument des momies qui semblent être mortes en poussant des hurlements. Ça aurait pu être causé par des rituels effrayants ou même par une crise cardiaque. Avec leur tête inclinée vers l'arrière, leur bouche grande ouverte et leurs orbites qui fixent le vide, ces momies sont parmi les plus effrayantes jamais retrouvées. Prenons l'exemple de cette femme hurlante, morte il y a environ 3000 ans. La première analyse supposait que cette pose choquante était liée à la cause du décès de la femme, une crise cardiaque. On pensait que la femme était morte seule et qu'elle n'avait été découverte que plusieurs heures après. Une fois la rigidité cadavérique installée, sa mâchoire, qui s'était ouverte au moment de la mort, est restée figée pour toujours dans une position effrayante, car les muscles contractés ne pouvaient plus se détendre avant que le corps ne commence à se décomposer. Or, la femme ayant été momifiée, elle a échappé à la décomposition et elle a permis cette découverte archéologique cauchemardesque. Cependant, d'autres scientifiques sont sceptiques à ce sujet et affirment que sa bouche s'est sûrement ouverte après sa mort.
Ils ont des arguments. La rigidité cadavérique s'installe 2 à 3 jours après la mort et le processus de momification peut durer plus de 70 jours. Dans ce laps de temps, la mâchoire aurait pu être ramenée à une position normale, même si la personne était décédée d'une crise cardiaque. Mais alors, quelle serait la cause de ce cri post-mortem ? On pense que les bandelettes dont on avait entouré la momie n'étaient pas assez serrées au niveau de sa mâchoire. La bouche des momies a tendance à s'ouvrir même lorsque les bandelettes sont aussi serrées que possible. Cette position de la bouche est d'ailleurs assez courante. Une autre raison de ce phénomène est le rétrécissement des tissus mous à mesure qu'ils s'assèchent, ce qui laisse plus d'espace à la mâchoire pour s'ouvrir et créer cet effet de cri. Mais il existe encore une raison qui permet d'expliquer la bouche ouverte de certaines momies. En 2006, une femme du XVIe siècle a été exhumée qui reposait parmi d'autres victimes de la peste à Venise, en Italie. Lors des fouilles, on a découvert que sa mâchoire avait été maintenue ouverte à l'aide d'une brique. Une grosse pierre avait été placée dans la bouche du cadavre après sa mort. C'était pas pour profaner son cadavre, mais plutôt la conséquence de la croyance dans les vampires. Au Moyen-Âge, les gens étaient enclins à croire à diverses horreurs censées se produire après la mort, notamment parce que le processus de décomposition n'était pas bien connu. Par exemple, lorsque l'estomac humain se décompose, il libère un liquide de purge sombre. Ce liquide ressemblant à du sang peut s'écouler par le nez et par la bouche d'un cadavre. Comme les tombes et les sépultures collectives étaient souvent rouvertes pendant les épidémies pour y ajouter de nouveaux corps, les fossoyeurs italiens voyaient les restes en décomposition. Et si quelque chose ressemblant à du sang sortait de la bouche d'un cadavre, ils pensaient à un vampire. En outre, le liquide humidifiait parfois le linceul funéraire près de la bouche du cadavre, de sorte que le tissu s'affaissait et pénétrait dans la mâchoire. Le tissu se déchirait alors et tout ça donnait l'impression que le cadavre grignotait son linceul. Certains pensaient que les vampires transmettaient la peste de cette manière, ils mâchaient leur linceul et infectaient les gens ainsi. Ne m'en demandez pas plus, appelez plutôt un sorceleur. Le temps qu'il arrive, mettez donc une brique dans la bouche du vampire. On pensait ainsi stopper la propagation de la maladie. En parlant de sorceleurs, on va s'intéresser un peu à la Pologne. Ce pays a une longue histoire en matière de lutte contre les vampires, comme en témoignent plusieurs sépultures de vampires. Elles sont faciles à reconnaître. Les morts étaient enterrés avec une faucille autour du cou ou des pierres dans la bouche comme en Égypte. Le raisonnement est simple, si le vampire tente de se relever, la faucille lui coupe la tête. Quant aux pierres, elles empêchent les morts-vivants de se nourrir d'innocents. Il faut croire que les vampires perdent la capacité d'utiliser leurs mains. Selon la tradition, une personne risquait de devenir un vampire après sa mort si elle n'avait pas été baptisée, si elle était morte de mort violente, si elle avait été la première victime d'une épidémie ou si elle était décédée loin de son village natal. J'ignore si cumuler plusieurs facteurs de risque faisait de nous un vampire plus puissant. Les corps retrouvés dans les sépultures de vampires découvertes en Pologne appartenaient à des locaux et apparemment il s'agissait de victimes d'une épidémie de choléra. Je suppose que les gens n'avaient pas pu déterminer qui était mort en premier, alors ils ont décidé de ne prendre aucun risque. Ça vous surprendra pas si je vous dis que les vampires ne sont que le fruit de l'imagination de nos ancêtres superstitieux. Mais vous saviez que les hobbits ont vraiment existé ? Bon, ils avaient pas de grands pieds poilus, et ils habitaient pas la comté, mais l'île indonésienne de Flores. Mais procédons étape par étape. Au début de ce millénaire, la majorité des paléoanthropologues pensaient que seuls les hommes modernes, notre espèce Homo sapiens, avaient été capables de voyager au-delà de leur continent originel. Il semblait peu probable que d'anciens hominidés aient été capables de traverser l'océan. Tout a changé en 2003 lorsqu'on a découvert sur l'île de Flores les restes d'un ancêtre de l'homme de très petite taille. Son petit cerveau et ses caractéristiques étranges et primitives ont suscité un débat sur sa place dans notre arbre généalogique. Les chercheurs ont d'abord pensé avoir trouvé un homme ancien atteint de microcéphalie, une maladie caractérisée par une petite tête et une petite taille. Mais des découvertes ultérieures de squelettes de la même taille ont prouvé que ce hobbit n'était pas un individu minuscule, mais un membre ordinaire d'une espèce inconnue.
Homo floresiensis est l'une des dernières espèces humaines à s'être éteinte. Ce lointain parent a disparu il y a environ 50 000 ans, peu avant ou au moment de l'arrivée d'Homo sapiens dans la région. Ces hobbits étaient vraiment petits. Ils mesuraient environ 1 mètre, ils pesaient 25 kg et ils avaient un cerveau d'environ 380 cm3, 3 fois plus petit que le nôtre. Le squelette d'un de ces hobbits pourrait facilement être pris pour celui d'un enfant, et seules leurs dents de sagesse ont permis aux scientifiques de confirmer qu'il s'agissait bien d'adultes. Il est vrai que la structure de leur squelette était également assez spécifique, de larges hanches, des clavicules courtes, des pieds plats et une articulation de l'épaule placée de façon inhabituelle. Ces hobbits devaient fortement plier les genoux pour marcher et ils se déplaçaient donc lentement. Si lentement, en fait, qu'ils n'ont jamais pu rattraper l'évolution. Mais pourquoi ils n'ont pas évolué? Comme d'habitude, on dispose de plusieurs théories. On a d'abord supposé qu'une population d'Homo erectus était arrivée à Flores en provenance de Java, peut-être par bateau, et que ces individus avaient simplement diminué de taille. Pas en une fois bien sûr, mais au cours de centaines de milliers d'années. C'est ainsi que fonctionne le nanisme insulaire. Les grands animaux isolés sur une île rapetissent car les ressources sont limitées et qu'il n'y a pas de grands prédateurs contre lesquels se protéger. En bref, c'est une adaptation qui leur est profitable. La seconde théorie évoque la microcéphalie que j'ai mentionnée précédemment. Cependant, Homo sapiens ne souffre d'aucune maladie ou affection connue qui correspondent à ce que les scientifiques ont découvert chez ces hobbits. C'est donc peu probable. Mais ces anciens hominidés sont pas les seuls êtres vivants à avoir rapetissé sur l'île de Flores. Les chercheurs ont trouvé des milliers d'outils en pierre près de milliers d'os, en particulier des os de stégodon, un ancien éléphant. En fait, le stégodon était le plus grand représentant de l'ordre des proboscidiens. Il mesurait près de 4 mètres de haut et pesait 12 tonnes. Mais uniquement en dehors de l'île de Flores. Une fois dans cet espace restreint, le stégodon a rétréci à la taille d'un buffle. Les scientifiques supposent donc que ces mini-humains chassaient des mini-éléphants. Aucun hominidé n'aurait ignoré une telle source de viande et de graisse à distance de marche. On dispose même de preuves suggérant que ces hobbits savaient faire du feu. Des grillades d'éléphants, ça vous tente ? Dommage que tout ça se soit passé il y a si longtemps qu'il est difficile d'établir quoi que ce soit avec certitude. En tout cas, jusqu'à ce que les chercheurs trouvent des preuves solides. Mais pas d'inquiétude, de telles découvertes se produisent parfois de manière très inattendue. Ce n'est qu'en 2011 que la communauté scientifique a découvert que l'une des premières attaques chimiques de l'histoire de l'humanité avait eu lieu bien avant la Première Guerre mondiale. Vers 256 après Jésus-Christ, le fort romain de Doura Europos, situé dans ce qu'est aujourd'hui la Syrie, a été victime d'un siège perse. Lorsque les archéologues ont examiné le site, ils ont trouvé non seulement un amoncellement de corps de soldats romains tués au combat, mais aussi des traces de cristaux de soufre jaune et de pois. Tout ça semble indiquer que les Romains ont été tués par un gaz toxique. On pense qu'il s'agit de l'une des premières attaques chimiques de l'histoire. Elle s'est produite il y a près de 1700 ans. Les soldats romains morts faisaient partie de la garnison de la ville et ils creusaient un tunnel pour attaquer leurs assaillants perses. Les Perses, quant à eux, creusaient leur propre tunnel pour saper les murs de la ville. Apparemment, ils ont attendu que les défenseurs s'approchent pour injecter du gaz toxique dans leur tunnel, tuant les soldats en quelques minutes. Les victimes se sont étouffées, évanouies, puis elles sont mortes et les Perses ont construit un mur avec leurs cadavres. Et ils sont parvenus à prendre la ville. Et maintenant... Ah, attendez, Steve a quelque chose pour moi. Ok, il faut que je dise quelques mots à ce sujet. Vous vous souvenez sans doute de l'incendie de Notre-Dame survenu en 2019. Il a causé d'énormes dégâts et la cathédrale est toujours en cours de reconstruction. Mais au cours des travaux, l'équipe de construction est tombée par hasard sur quelque chose d'inattendu. Un ancien cimetière et 2 sarcophages en plomb de forme humaine. Pendant tout ce temps, cette sépulture se trouvait là, sous un plancher d'église datant du XVIIIe siècle et personne n'avait connaissance de son existence. Les chercheurs pensent que la sépulture elle-même remonte au XIVe siècle.
Un des sarcophages en plomb s'était déformé sous le poids de l'église, mais il était encore scellé lorsqu'il a été découvert. Tout semblait indiquer qu'il ne fallait pas ouvrir les sarcophages. À l'aide d'une minuscule caméra endoscopique, les chercheurs ont pu observer l'intérieur d'un des sarcophages et examiner son contenu sans aucun dommage. Ils y ont trouvé un corps momifié qui appartenait sûrement à un jeune homme de statut élevé, un dignitaire important enterré au XIVe siècle. Le second sarcophage contenait les restes d'un prêtre décédé en 1710. On ne sait pas très bien pourquoi un tel décalage temporel, et il y a une nette différence de statut entre les deux hommes, mais tous deux devaient être des hommes importants à leur époque, puisqu'ils ont été enterrés dans des cercueils prestigieux au cœur même de la cathédrale. Alors que la plupart des trésors ont été découverts à 20 cm à peine sous le sol de la cathédrale, les sarcophages avaient été enterrés à 1 mètre de profondeur. C'est d'ailleurs ce qui leur a permis d'échapper à notre connaissance si longtemps. En fait, lorsque la restauration de Notre-Dame a commencé, tout le monde s'est demandé s'il serait possible de recréer la cathédrale dans toute sa splendeur. Après tout, elle comportait de nombreux éléments gothiques remarquables, des vitraux, etc. Heureusement pour l'humanité, il existait Andrew Tallon. Cet historien de l'art belge a utilisé des trépieds à laser pour établir une copie point par point de l'intérieur du bâtiment, comportant le détail de toutes les surfaces. Il a scanné avec précision toutes les caractéristiques de cette structure complexe, y compris celles qui échappaient à toute explication. 1 milliard de points ont permis d'obtenir la copie la plus précise du bâtiment à ce jour. Ce scan a attiré l'attention de la communauté scientifique en 2015 et en 2018, l'historien de l'art est malheureusement décédé. Il ne se doutait pas que son travail servirait bientôt de base à la reconstruction de Notre-Dame, une cathédrale qu'il avait admirée toute sa vie. Notre vidéo aurait bien besoin de quelque chose de mystique. Et si je vous parlais de l'Atlantide et de l'Arche de Noé? À l'heure actuelle, toutes deux ont été retrouvées si souvent que je commence à croire qu'il y a des régions du globe qui sont littéralement recouvertes d'une couche d'Atlantide et d'Arche de Noé. L'île mythique de l'Atlantide a été décrite pour la première fois par l'historien grec Platon en 360 avant Jésus-Christ. Depuis lors, elle excite l'imagination des amateurs de choses mystérieuses, énigmatiques et inexpliquées. Selon Platon, l'Atlantide était une grande puissance navale qui a sombré dans la mer il y a plus de 10 000 ans à la suite d'une catastrophe. Naturellement, tout le monde aimerait retrouver un artefact de la taille d'un pays, et l'Atlantide a donc été trouvé dans de nombreux endroits du monde. Un chercheur est presque certain qu'il s'agit de la Bolivie, un autre dit que c'est l'Antarctique. Un troisième prétend que la route de Bimini, une formation rocheuse dans les Bahamas, pourrait être un vestige d'une civilisation disparue. On a même retrouvé l'Atlantide à Cuba et au Japon. Bien que les archéologues doutent fortement que l'Atlantide ait réellement existé, certains continuent à se disputer pour savoir lesquelles parmi toutes ces ruines peuvent être considérées comme des vestiges de cette ancienne civilisation. Cependant, même sans preuve de son existence, l'Atlantide continue de susciter de l'intérêt. Un intérêt énorme. Il en va de même pour l'Arche de Noé. Cette arche dans laquelle, selon la légende, Noé, sa famille et un tas d'animaux ont échappé au déluge, a été retrouvée à de nombreuses reprises. Depuis des milliers d'années, des archéologues amateurs recherchent obstinément des preuves de l'existence de cette arche légendaire sur le mont Ararat et dans ses environs en Turquie. Le texte original ne contient pas d'instructions plus précises. Bien entendu, d'un point de vue scientifique, l'existence de l'arche est très controversée. Entre les animaux, la nourriture et l'eau, il n'y aurait tout simplement jamais eu assez de place pour tout le monde. La source principale mentionne les dimensions de l'arche qui aurait fait environ 340 mètres sur 60 et 34 mètres de haut. Même de nos jours, il est difficile de construire un tel navire. À l'époque, il aurait fallu des dizaines d'années. Et quelle que soit la durée du chantier estimée par les personnes qui croient que l'arche a existé, j'ai vu des chiffres comme 30 et même 100 ans, ça demeure irréaliste. Pour commencer, où se procurer autant de bois? Néanmoins, en dépit des contradictions, on continue à retrouver l'arche de Noé encore et encore.
En février 1993, on a même montré à la télé un morceau de bois censé avoir appartenu à l'arche. Bien entendu, ça a fait forte impression. Il s'est avéré par la suite que le chercheur était un acteur qui n'avait jamais mis les pieds en Turquie. Quant au morceau de bois lui-même, c'était rien d'autre que du pain ordinaire, trempé dans de la sauce soja pour lui donner de la couleur et vieilli artificiellement dans un four. Ouais, ça doit être assez embarrassant de découvrir que ce qu'on prenait pour un ancien artefact a été cuit dans de la sauce soja. La chaîne de télé s'est ensuite excusée en disant que l'émission était un divertissement et non un documentaire. Plus tard, en 2006, une autre arche a été retrouvée, déterrée puis examinée, mais la communauté scientifique ne l'a pas pris au sérieux. Aucun scientifique professionnel n'avait été impliqué dans l'étude. Cette découverte s'est donc avérée peu concluante. Je dirais que l'arche de Noé est le pendant de l'Atlantide sous forme de bateau. Mais pourquoi l'Atlantide est-elle introuvable ? On dispose aujourd'hui de technologies avancées, on peut même observer l'océan depuis l'espace. Pourquoi aucune découverte sérieuse n'a eu lieu jusqu'à présent ? Après tout, on parle d'une ville entière. Eh bien, c'est avant tout parce que l'Atlantide est un mythe. Un avertissement sous forme de récit, tout droit sorti de l'un des esprits les plus brillants de la Grèce antique, le philosophe athénien Platon. C'est de lui que provient le seul récit écrit de l'Atlantide, et si vous le lisez, enfin sa traduction bien sûr, vous verrez qu'il s'agit d'un tas de métaphores, d'allégories et d'autres choses du même genre. Chaque référence à ce lieu légendaire évoque un mélange de fantaisie et de science-fiction. On y dit que l'Atlantide était une île immense, plus grande que la Libye et l'Asie réunies. Qu'elle était peuplée d'une race de demi-dieux dirigés par des rois puissants qui descendaient de Poséidon. Bon, ça encore, c'était pas rare dans la Grèce antique. Et encore, que les Atlantes avaient créé une civilisation avancée et construit d'immenses villes à une époque où le reste du monde en était encore au néolithique. C'est sûr que ça a l'air cool. Mais tout ça n'avait pour but que de glorifier la démocratie athénienne. C'était tout nouveau à l'époque, et les Athéniens étaient terriblement fiers d'eux-mêmes. En outre, l'histoire de l'Atlantide était un avertissement. Dans sa soif de pouvoir, cette civilisation avancée avait déclaré la guerre à tous les peuples de la Méditerranée et les avait tous vaincus, à l'exception d'Athènes. Ces derniers sont parvenus à vaincre les Atlantes, puis la colère des dieux s'est abattue sur cette grande civilisation et l'île a sombré. Platon voulait ainsi dire à ses contemporains « Restez humbles, vertueux et ne placez pas la richesse matérielle au-dessus de tout », quelque chose comme ça. Même Aristote, l'élève de Platon, rejetait la légende de l'Atlantide, la considérant comme une pure fantaisie. Après tout, les détails contenus dans ces deux ouvrages étaient trop incroyables pour être vrais. Quoi qu'il en soit, Platon a écrit que l'Atlantide, dont je vous rappelle qu'il s'agissait d'une île gigantesque, presque un continent entier, était située au-delà des colonnes d'Hercule après le détroit de Gibraltar. Mais alors, elle est où ? Moi je vois rien du tout. En fait, sans les pseudo-scientifiques et les complotistes, l'Atlantide serait restée un simple fragment de l'œuvre de Platon, plutôt petit d'ailleurs, et personne n'y aurait prêté attention. D'un autre côté, l'Atlantide est maintenant un élément de notre culture que l'on retrouve dans des livres, des films, des émissions, des documentaires et des jeux vidéo. Même Tolkien a utilisé le mythe de l'Atlantide dans son fameux Légendaire. Et c'est pas peu dire. A plus.